Salut tout le monde, c'est Max Taulier de chez Sorimom Tatouage à Toulouse. Bon, on se retrouve parce que du coup, on va faire une nouvelle interview tatou avec un artiste toulousain, artiste peintre toulousain, connu sous le nom de Centaure, alias Nicolas. Ou je sais pas comment, dans quel sens on le fait. Nicolas, Nico, alias Centaure. Le principe est simple, du coup, il vient venir à la boutique là, et du coup, on va se poser un petit peu sur des projets de tatouage qu'il a. Donc, je vais réaliser le dessin avec vous, avec lui et avec vous en direct. Et nous allons faire le tatouage juste après. Et du coup, on va profiter de ce moment pour pouvoir lui poser des questions, faire une interview pour essayer de comprendre un petit peu ses passions, ses influences et ce genre de choses qui l'ont amené à faire ce qu'il fait aujourd'hui. Je vous mets quelques extraits de ses réalisations. N'hésitez pas à aller le suivre sur Instagram ou à aller checker sa page YouTube. Je vais mettre ça directement dans la description. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et être au courant de notre dernière vidéo. Bon voilà, du coup comme je vous le disais, je suis avec Nico, alias Centaure, et salut déjà. Salut. Ouais. Du coup, comme je vous expliquais, voilà, on est sur du coup la deuxième fois qu'on fait une interview tatou. Le principe c'est que Nico vient aujourd'hui pour faire un tatou avec moi, et puis on va en profiter pour que je lui pose des questions, pour que vous découvriez un petit peu son univers. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est nickel. T'es chaud? Ça va bien se passer, ouais, je suis très chaud. Bon, déjà, cool. On va se poser sur ton dessin, on va voir ce que tu veux, et puis après je te poserai des questions et tout. Mais c'est plus, j'ai pas prévu de script ni quoi que ce soit, c'est vraiment en mode détente. Ouais, quoi, à la cool. Ouais, t'as un message à passer peut-être? Non, rien de particulier, je pense que ça va se faire petit à petit, on va voir. Bon, et du coup, tu avais des idées au niveau de ton dessin, ce que tu aurais voulu? Ouais, carrément, ouais. Je voulais faire un dessin en deux parties. Okay. C'est par rapport à tout simplement à des relations que j'ai eues avec mes deux grands-pères. C'était tout simplement les représenter par un objet, tu vois. Un symbole. Ouais, c'est ça, les symboliser. Alors, c'est un peu réduire les gens des fois, mais c'est deux choses emblématiques. Mon grand-père qui est décédé, c'était, tu vois, le représenter par un bouchon de pêche, parce que c'est vraiment lui qui m'a mis gamin à ça et c'est quelque chose d'important dans ma vie. Mon autre grand-père, Léo, qui est pas au mieux ces temps-ci, et lui, je l'ai toujours vu comme une grande figure très forte, quelqu'un qui allait au bout des choses. Et quand j'étais gamin, en tout cas, il fumait tout le temps la pipe. Il avait une collection de pipes et je l'avais toujours avec ça. Et pour moi, c'est quelque chose, c'est un objet fort, bien que j'ai jamais fumé la pipe. C'est que par cet objet, tu le vois. Quoi. Moi, je sais en fait. Tu vois des scènes. Et question qui sort un petit peu du tatou du coup par rapport à ce que tu veux, mais est-ce que tes grands-parents du coup ont une influence dans ce que tu fais aujourd'hui? Ah ouais, terrible. Parce que mes parents se sont occupés de moi, mais j'ai eu la chance d'avoir mes grands-parents juste à côté. Ouais. Donc j'étais tout le temps, souvent en tout cas, fourré avec eux. Okay. Et j'ai toujours eu un lien vachement fort avec le fait d'avoir cette notion de transmission avec les anciens et toutes leurs histoires, leurs anecdotes. Et c'est vrai que du coup, ils m'ont influencé. Ouais. Mon grand-père dessinait beaucoup, peignait beaucoup, faisait beaucoup d'aquarelles, d'encre. Donc le dessin et la peinture n'est pas venu de nulle part, quoi. Il y avait déjà il y avait déjà un terreau. Il y avait déjà un terreau de toute façon. Et puis, il me poussait à accepter d'être un peu différent des autres dans ma famille. Et est-ce que, question con, là c'est un rapport à ma propre famille, parce que moi, mon grand-père dessinait aussi. Et est-ce que, par exemple, le dessin, chez toi, ça a sauté une génération? Ouais, clairement. Ouais, parce que moi, c'est pareil. Mon grand-père dessinait et mes parents non. Et du coup, je pense que mes enfants dessineront pas. Mes petits-enfants dessineront pas. Ouais, c'est possible. Franchement, on verra si c'est d'une génération sur deux. Bon, voilà, c'était une petite parenthèse, mais je voulais en savoir un petit peu plus. C'est hyper intéressant. Pour savoir d'où ça venait, parce que c'est vrai que le dessin, c'est quand même particulier, quoi. Des gens qui prennent la décision dans leur vie de se dire bon vas-y, je suis pas le cadre classique pour dire je vais faire que du dessin. C'est toujours un peu particulier. Du coup, je me posais la question de savoir si ça venait d'un monde de famille ou c'est une bonne question. Je reste persuadé que tout le monde dessine, tous les gamins dessinent, tu vois. Et il y a un moment dans la vie, il y a une phase de transition où les gens arrêtent. Tac, souvent à l'adolescence, il y a d'autres questions, il y a d'autres choses qui se passent et tu en as certains qui continuent à avoir cette espèce de zone de sécurité, de zone de bien-être avec le dessin et qui lâchent jamais. Et plus le temps passe, plus la vie te propose d'autres choses et il y en a qui arrivent à conserver ça, le dessin. Bon, on s'attaque au croquis? Allez, vas-y, c'est parti. On va commencer par le bouchon. Ouais, très bonne idée. C'était quoi? C'est quelle forme du coup un bouchon? Tu as pas mal de formes différentes, mais je te dirais que celle que j'ai la plus utilisée avec mon grand-père, c'est ce qu'on appelle le bouchon toulousain, tu vois. Un bouchon qui est très légèrement allongé, une partie en liège la plupart du temps. D'accord. Ouais, et la forme en elle-même du bouchon, parce que il y a la grande tige, certes. Ouais, c'est ça. Et au-delà de la grande tige, tu as un haut qui est plutôt arrondi, une sorte d'ovale, et après on part sur quelque chose de conique vers le bas. Bon, je triche un peu parce que du coup j'ai fait un peu de pêche.
Ouais. Donc, du coup, je connais quelques bouchons. Pas spécifiquement le bouchon toulousain, mais... Et du coup, tu veux quand même garder quelque chose d'assez graphique ou tu veux qu'on parte un petit peu en vrille dessus La façon dont tu peux travailler par rapport à certaines choses, d'avoir des phases de contour assez graphiques, à l'intérieur mettre de la matière, je trouve ça assez intéressant. Ok. Donc peut-être un travail de vénule, comme du liège ou du bois, et puis avec des contours peut-être un peu plus gros. Enfin, ce genre de truc, super. quoi. Ok. Tu le voyais où déjà ton tatou? Bah, de toute façon, ça va être la continuité de cette jambe qui petit à Ok. petit se fait... C'est pour ça qu'il s'est dessapé. Ouais, ça sera plus facile. Donc là, en gros, la forme de bouchon. Ouais, je pense c'est que ça. je vais retravailler un petit peu. Hop, donc là, on met la partie Ouais, qui est émergée. émergée, celle qui est fluo la plupart du temps, Ouais. jaune ou orange, ouais. Ah, je mets 2 points de lumière. Hein. Ouais. Je me sens, très sincèrement, je me sens très con de dessiner à côté de Centaure, en sachant que je connaissais pas son travail avant d'arriver à Toulouse. C'est en arrivant à Toulouse que j'ai découvert son taf, et son taf est ouf. Je suis quand même pas mal d'artistes, que ce soit dans la scène street art ou même des artistes de façon générale. Et c'est pas pour faire de la lèche. Puis en plus, si vous avez déjà regardé des interviews, vous savez bien que je fais pas de lèche du tout. Mais Nico, du coup, son boulot est vraiment, je trouve assez exceptionnel, quoi. Là, c'est pas c'est pour, gentil. voilà, histoire de préciser. Donc, je me sens un petit peu couillon de sortir des petits croquis comme ça devant Centaure, mais bon. Et la pipe, du coup, la pipe, vu que c'est quelque chose d'assez droit, on va peut-être pas essayer de faire une forme un peu comme ça, quoi. Non. Puis lui, il avait souvent des pipes, parce que lui, c'était plus pour, je pense, pour la fumée que pour la beauté de la pipe, même s'il en avait des belles sculptées. Ouais. Je me souviens d'une pipe que j'ai à l'atelier. C'est une pipe qui est assez allongée et dont la boule de réception pour le tabac est vraiment arrondie. Donc, tu as l'impression d'avoir quelque chose de très simple, tout droit et avec une boule au bout. C'est parfait, parce que du coup, on va être sur des formes similaires. Ouais, c'est donc, ça. on va retrouver notre boule, du coup, du bouchon. Ouais, c'est ça. Et derrière, donc toute droite, hein. Ouais, c'est ça, droite et conique jusqu'à la bouche avec un petit béquet, un petit peu comme sur un instrument de musique quelque part. Ok, d'accord, ouais, ok, je vois bien. Ça ira bien l'effet bois dessus aussi. Comme ça, quoi. Ouais, c'est ça, exactement, c'est l'idée. Et c'est vrai, comme ça crée une unité entre les deux éléments, quoi. Bah, c'est clair, c'est que mine de rien, on est parti quand même sur la même base graphique, quoi. Ouais, une grande ligne droite verticale avec une forme de boule. Et si en plus on est dans le thème, tu vois, si on vient mettre le petit effet bois, voilà, les petites vénures de bois par-dessus, c'est nickel, quoi. Ouais, c'est nickel. Là, du coup, une zone noire là, pour être très graphique, et une zone noire ici, clac, ici aussi. Tac, on est d'accord. Ouais, ça peut être bien cool. Un peu graphique, là, ouais, de noir. Ça peut être une très bonne idée. Ouais, tu peux la travailler comme ça, ou tu peux la travailler comme sur certains de tes dessins que j'avais vus aussi, tu vois, où il y a ce côté un peu japonisant au niveau de la sortie de fumée. J'aime beaucoup la culture japonaise, c'est une partie de culture qui m'attire pas mal. Faire une espèce de fumée comme ça qui sort, ça peut être fun aussi. Bon, écoute, là j'ai fait le croquis, on est d'accord sur le croquis. Ouais. Et là je fais un dessin un petit peu plus définitif avec toi. On est d'accord. Puis on se recapte. Donc on continue pour la suite. Bon voilà, du coup là on va attaquer le tatou. Donc j'ai sorti les stencils. On a mis directement les stencils sur la jambe de la Minico. Et du coup voilà quoi, là on va attaquer, on va commencer par le bouchon. On a trouvé une place qui lui allait pour la suite, et voilà. Donc on va pouvoir commencer du coup l'interview et puis le tatouage. Ouais, je vais essayer de dessiner en parallèle. C'est toujours un peu le challenge. On va voir si j'y arrive à parler, à dessiner en me faisant tatouer ou pas. Bon alors du coup je vais commencer par un peu une question à la con, hein, que tu as le droit dans toutes les interviews. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton travail? Comment toi tu le qualifierais? Je le qualifie vraiment comme... Décris-le déjà, décris ce que tu fais toi. Ouais, j'essaye de créer un univers vraiment onirique, je te dirais, mais aussi un peu monstrueux. Ok. J'essaye de vraiment m'inspirer, si tu veux, de mythologie, en même temps de toute la culture populaire, et de retranscrire vraiment à ma sauce tout ce qui me rassure et qui me nourrit depuis des années. Ok. Donc bon, les gens appellent ça le pop surrealisme, le lowbrow, c'est une culture alternative, ça vient d'un courant américain. Moi, globalement, ce que je fais, c'est j'essaie de créer des monstres, un univers un peu monstrueux et rassurant, je dirais, dans un même temps. Voilà, c'est ça très serait quoi, caricaturalement. Ça serait quoi, du coup, les 3 adjectifs qui représentent ton taf? Si je devais donner 3 adjectifs... Mythologique, monstrueux... Mythologique, c'est un adjectif? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pour mythologique, on accepte quand même. Non, mais en gros, c'est mythologique. Je dirais que c'est monstrueux. Et je ne sais pas s'il faut dire rassurant ou onirique. Je ne sais pas trop. Et c'est un truc, ça,
Genre les Stremont, tout ça, là, c'est un truc que tu dessines depuis tout le temps ou... Ah ouais, je me souviens quand j'avais l'âge de mon fils, d'Achille, tu vois, quand j'avais 6-7 ans, Ouais. chez mes grands-parents, là, ils avaient des espèces de grands blocs de feuilles géantes, tu sais, pour faire des comptes rendus. Je m'allongeais le mercredi après-midi chez eux, tu vois, quand j'y allais, ou le week-end. Et en fait, je m'allongeais sur la feuille qui était plus grande que moi, et je dessinais des espèces de scènes ahurissantes avec plein de squelettes qui se battaient. Un peu comme dans Jason et les Argonautes, si tu veux, ce genre de truc. Du coup, j'ai un peu baigné dans tout ce qu'il y avait à la fois de monstrueux, de populaire, de mythologique. Et j'ai eu la chance de baigner dans la culture aussi. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ton travail, c'est vraiment empreint de l'endroit dans lequel tu as grandi, quoi, avec tes parents médecins, ouais, les côtés carrément. anatomiques. Ouais, carrément. Mon grand-père qui m'a amené à la pêche et qui m'a ouvert à ça. Donc, c'était Tom Sawyer et Huckleberry Finn avec mon frère. Dès qu'on avait du temps, on allait choper des grenouilles, on allait essayer on faisait avec les gendarmes, tu les vois, là, j'en dessine beaucoup ce temps-ci parce que j'ai des flashbacks de cette époque-là, mais bon, enfin moi je suis empreint de tout ça, de cette enfance-là que plein connaissent, mais c'est vrai que ça me nourrit artistiquement, et après l'art pour moi c'est une thérapie. Ouais. Ouais, c'est une thérapie. Tu le vois vraiment comme ça, toi? Ah ouais, pour moi c'est une thérapie, c'est une façon d'exister et de vivre, c'est pas un truc, si tu veux, que je fais à la base en me disant... ouais, c'est super, il y a plein de gens qui vont voir ça. Non, j'ai commencé à faire ça quand j'ai commencé, je dirais, à être un peu anxieux et à réaliser qu'on n'était pas éternel, immortel et que ça se finirait mal quoi qu'il arrive. Et... Bah, avec une famille de médecins, tu as dû t'en rendre compte assez rapidement quand même, non? Trop. Ouais. Beaucoup trop rapidement, ouais. Moi, j'ai vite compris qu'il y avait anguille sous roche, tu vois, des fois quand j'entendais mes parents me parler de ce qu'ils vivaient au travail, tu vois, comme j'imagine que quand ton père est plombier ou si, je ne sais rien moi, s'il est avocat, t'entends parler de plomberie ou d'histoires un peu glauques. Moi j'entendais parler de plein de mots médicaux et de trucs où ça se terminait pas forcément bien ou d'accidents. Ouais. Donc je crois que ça a révélé un peu d'anxiété quoi. Ouais, mine de rien, ça marque quoi. Bah ouais, de toute façon, c'est les relations que tu as à mon avis pendant les 15 premières années de ta vie qui marquent tout le reste de ton existence. Hein. Tu penses que c'est ça vraiment aujourd'hui? Tu penses que si tu avais eu une autre enfance dans tes 15 premières années, je pense que tu aurais pu faire complètement autre chose quoi. Ah ouais, je pense que pilote de ligne pour Air France. Ouais, ou bien, je sais pas, militaire, marin, pêcheur professionnel, je ne sais rien. Ouais, je pense vraiment que c'est ce qu'on se prend dans les dents quand on est gamin et la façon dont ça se passe qui influence un peu ta vie, quoi. Et ouais, la façon dont tu arrives à gérer tes frustrations, tes anxiétés et tes joies aussi. Hein. Mais il n'y a rien de plus facile pour se rassurer, se mettre bien, être heureux et créer quelque chose de positif que prendre un crayon à papier et une feuille. Ouais. Véritablement, une feuille A4 et un crayon à papier, je trouve ça n'importe où, tu vois. Et moi j'ai commencé un peu à dessiner comme ça. En fait je prenais des feuilles A4 et je faisais un gros personnage tu vois dessus, avec à côté ses armes, épée, machin. Ouais, je vois très très bien. Sur une autre feuille je faisais un autre personnage avec plein d'armes et tout ça, et j'en faisais plein comme ça, comme si j'avais des figurines tu vois. Ouais, tu te faisais comme si tu avais tous tes G.I. Joe devant toi avec leur... Sauf qu'ils sortaient de ma tête et puis je les mettais genre là, et puis dans ma tête j'étais là genre... Tu vois, je faisais tout un film en mode grosse baston quoi. Et je crois que c'est là où en fait je me suis senti à l'aise. Ouais, tu t'es créé ton univers imaginaire autour de toi. Ouais, c'est génial. Bon après en même temps ça revient un peu au même hein, quand on y réfléchit. Bah, je suis moins resté dans les persos qui se foutent sur la gueule, et franchement, tu sais que j'y repense régulièrement, parce que je me souviens que je kiffais. Moi j'ai toujours eu un peu, je suis un garçon, bon après il y a plein de garçons qui ont des passions différentes, mais j'aime bien les armes, tu vois, globalement. Tout à fait. Et je dessinais à fond de flingue et tout machin, et j'aimerais bien en dessiner. Mais bon, il y a un moment où j'ai un besoin aussi d'efficacité, et je dessine pour pouvoir tatouer derrière, parce que bon, je suis en manque de temps, et du coup ça me fait chier parce que j'ai pas proposé des armes. Je vois pas beaucoup de mecs se faire tatouer des flingues futuristes et tout, tu vois, des inventions d'armes. Et c'est dommage, un bon pistolet à la Mars Attack, tu vois. Ouais, c'est clair. Ça peut être drôle. Hein. Parce que tu as une référence à la Mars Attack. C'est ça. Et est-ce que tu as eu toi des idées que t'as pas voulu exploiter parce que tu t'es dit non, je risque de tomber dans un truc un peu mainstream, tu vois? Pas mainstream, mais genre un peu trop grand public. Je me retiens super souvent de redessiner des personnages qui existent. Ça m'arrive quand même souvent. Ouais. Mais j'ai un tel amour des dessins animés, des jouets, de la science-fiction, que j'ai 1 milliard de références de geeks depuis que je suis gosse, de choses que j'aimerais traiter à ma façon, tu vois. Et j'essaie de pas trop le faire, parce que ça peut être un piège à mon avis. Ça peut être un piège de « Ah putain, il a fait ça, ça existe, il a fait ça, ça existe, c'est cool ». Non, je crois que c'est hyper important de développer son propre
son propre univers, ses propres créatures, son propre bestiaire, tu vois. Ouais. Mais malgré tout, voilà, faire un Skeletor de temps en temps, ça c'est des trucs que je fais aussi, que je me permets. Mais voilà, c'est ça que j'essaie de m'interdire et que j'essaie de moins faire aussi. Ouais, du coup, je te posais comme question, quelle est ta référence? Tu vois, bah moi en SF ou en fantasy? Bah, déjà en SF, en termes de cinématographie et SF. Parce que je kiffe, j'aime beaucoup la SF. Ouais. Et du coup, j'aimerais voir ce que c'est ta ref. Bah, souvent, c'est dû à ceux qui me les ont montrés. Ouais. Et mon père, par rapport à ça, a une influence majeure sur un film de science-fiction. Ouais. C'est Dune. Putain, j'ai essayé de le mater, j'arrive pas à rentrer dedans. Ah ouais? Ouais. Voilà, le Dune qui a existé avec le baron Harkonnen, avec Sting dedans. Ouais. Bah, il y a quelque chose d'hyper étrange et que j'ai toujours trouvé hyper décalé, donc je te dirais que c'est celui-là. Non, le Jean-Pierre Jeunet, le Alien, si tu veux, en réalisateur français, ça c'est un truc qui m'a vraiment vachement marqué. Non mais Alien, ouais, c'est une ref de ouf quoi. Alien, ouais. Gros fan quoi. Ah ouais, Alien globalement c'est du très très lourd et il y en a pour tout le monde, tu vois. Entre le 1, le 2, le 3, il se passe plein de choses différentes quoi. Puis en même temps, au-delà de ça, au-delà du film, l'esthétique, Alien, Giger quoi. Ouais. Et c'est juste oufissime. Ah ouais, c'est extraordinaire. Bah pour ceux qui connaissent pas Giger, c'est un artiste peintre suisse, non? Ouais, je crois qu'il est suisse. Oui, il est suisse. C'est lui qui a dessiné l'univers de Alien, c'est ça hein? Oui, tout à fait. Il l'a dessiné pour ça je dirais que c'est l'univers d'Alien qui a été directement inspiré par l'univers de Giger. Mais c'est lui qui l'a dessiné exprès ou du coup ils l'ont... Ah non, il avait déjà un travail artistique de dingue en parallèle de ça et à côté de ça. Non mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on a fait la demande à Cher Giger de venir sur le film Alien pour créer tout le décor? Il me semble que c'est parti de dessins et d'esquisses à lui, ouais, tout à fait. C'est le groupe, tu sais, le groupe de musique de métal Korn. Ça parlera à ceux qui ont notre âge, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais, oui. Et ben Jonathan Davis, le chanteur, était un gros fan de Giger. Ouais. Et il s'est fait faire un micro et un pied de micro en forme de corps de femme par Giger. Putain. Ouais, et c'est un très beau micro. Je pense que c'est le seul micro artistique que j'ai vu d'ailleurs. Et qui a été, je crois, donné par Jonathan Davis depuis au musée, après le décès de Giger. Ah ouais? Ça, c'est à vérifier parce qu'il y avait peut-être un moule, quoi. Ouais. Mais bon, voilà, c'est... Mais tu sais que c'est... pour moi, quand je suis rentré... avant que je sois dans le tatou, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au tatou, si j'avais vraiment eu le budget, à l'époque, c'était une pièce de Giger que je voulais. Oh bah, tu sais, avec... tu vois, l'épingle à nourrice qui traverse la bouche, tu vois. Ouais, tout à fait. Et il y en avait aussi une autre avec un visage de femme, tu sais, avec la bouche ouverte et une sorte d'énorme rayon de lumière qui sortait avec tout l'univers autour. Putain, ça, pour moi, c'était... moi, j'ai jamais fait du coup depuis. Ouais, bah ouais. Mais je suis passé un peu je suis pas passé à autre chose. Maintenant que j'en parle, tu vois, j'avoue que ça me tente. Je ferais bien un gros truc de Giger. Tu sais quoi, tu peux te faire effectivement un petit revival et faire un bon hommage à Giger. Hein. Ouais, c'est clair. L'hommage artistique, c'est une des plus belles formes de respect qu'on peut avoir pour quelqu'un dont on aime le boulot. Hein. Ouais. C'est une belle façon de continuer à le faire exister et lui montrer que tu vois, son taf influence et puis aux gens. Tu vois, ça me fascine. Être capable de faire une ligne droite sur quelque chose d'aussi mou qu'un jambon comme ça, c'est assez incroyable. Le secret pour moi, c'est l'apnée. Ah ouais, c'est-à-dire je suis en apnée. C'est comme quand on tire avec un fusil. Exactement. Voilà. Ouais, c'est vraiment ça. Tu vois, pour parler et rebondir sur ce que tu disais. Voilà, alors on parle en fan d'armes. C'est ça, exactement. Toi, t'aimes bien toi aussi, toi, les pétards et tout. Moi, j'aime bien le tir de précision. Ouais. On en avait parlé. Voilà, c'est ça. Et j'aime bien la pêche à la mouche. J'ai pas un gros niveau, mais c'est le fait d'être capable de viser très précisément quelque chose très loin, et sans forcément que ça soit quelque chose de vivant. Tu vois, en plus, hein, tu peux tout à fait t'amuser au tir, à tirer sur une cible très très loin, ou avec un arc ou avec un flingue. Et ce que je préfère à l'heure actuelle maintenant, tu vois, c'est vraiment avec une toute petite mouche être capable d'attraper un poisson dans une rivière de façon très précise à un endroit galère. Là, c'est ce qui m'apporte le plus de joie et de bonheur, quoi. Même si c'est un gardon que je vise et pas une truite, tu vois. Oui, bien sûr. Mais c'est plus la performance en gros, quoi. Ouais, voilà. Et surtout, c'est la performance face à toi-même. Quand tu vois ton gamin faire un truc constructif. Ah ouais, carrément. Moi, je préfère largement quand je le vois dessiner que quand je le vois regarder un dessin animé me dire « Papa, ce soir, si je suis gentil, on pourra regarder un dessin animé. » Ouais, ok, à chier, si tu veux, mais bon, c'est pas le plus important. Et t'as pas peur aussi de peut-être de trop le mettre dedans? Peut-être de l'écœurer du coup?
Bah, c'est ce que j'ai fait à mon fils aîné, je crois. Parce que toi, t'es un peu au taquet, je veux dire, Ouais, à part je bosser, suis limite tu Asperger bosses. sur Ouais, voilà. ça. Bah, heureusement que j'ai la pêche, que j'ai ma femme et que j'ai le jardin et le jardinage, Ouais. que j'adore. Mais ouais, je suis limite Asperger sur ça. Et pas forcément dans cet ordre, parce que d'abord, il faut dire ta femme plutôt que la pêche. Ouais, d'abord ma femme. C'est ça, d'abord ma femme. Parce après que ça la se trouve, pêche. elle va voir l'interview. Ouais, il y a Donc, moyen que je prenne un middle kick, je pense, ou peut-être un pied-bouche. Et ouais, non, il faut que je fasse gaffe. Non, effectivement. Non, je dirais qu'en fait, ma famille, c'est les piliers de ma vie Ouais, et je construis le reste sur ça. Tu vois ce que je veux dire? ouais, je comprends. Je n'arriverai pas à l'heure actuelle en tant qu'adulte à construire tout ce que je construis si j'avais pas ma famille, en fait. Si j'avais pas ma femme et mes enfants. Et toi, si t'avais pas été peintre, t'aurais fait quoi? Alors, il y a 2 métiers qui m'auraient passionné. Ouais, Alors, le premier, ça aurait été taxidermiste. cool. Donc, c'est un métier assez étrange, mais ça me passionne depuis que je suis gamin. Taxidermiste, pour préciser, ça n'a rien à voir avec les taxis. Hein. C'est les gens qui empaillent les animaux. Voilà. Et sinon, l'autre métier qui m'aurait vraiment plu, c'est d'être jardinier. Ah ouais? Ouais. Un petit peu à la Édouard aux mains d'argent. Non, pas du tout. Non, plus dans l'esprit japonais du jardin, c'est-à-dire cette façon d'envisager le fait d'être jardinier comme un artisanat et un art. Ouais. Et créer une espèce d'osmose et un lien dans la nature, dans l'idée de la maîtriser un peu, tu vois. Truc un peu mystique, quoi. Ouais, ce lien qu'on entretient envers les choses. Et toi, tu crois en tout ce qui va être surnaturel? Alors, pas en tout, mais il y a certaines choses qui me font me poser beaucoup de questions, plus par rapport à du ressenti, à des choses que j'ai vécues, des expériences, des sensations, que j'arrive pas à expliquer, si tu veux. Je pense que ça me pousse à croire, en tout cas, dans le mysticisme et quelque chose de global, tu vois, qui nous unit. Ouais, je pense qu'il y a des choses en tout cas qui me font poser beaucoup de questions. Ouais. Et plus je vieillis, plus je me pose des questions sur ça. Mais bah, comme vous le savez, du coup, ma femme est russe. Et il y a une émission en Russie, je sais pas si je t'en ai parlé, qui s'appelle Bitva Extrasensov, Si, tu m'en avais parlé. la bataille des voyants. Ouais, tout à fait. Et honnêtement, que tu crois ou que tu crois pas, moi je suis un peu une race à part, c'est-à-dire j'ai envie d'y croire parce que je trouve ça ouf, bah, au même titre que tu vois, tu regardes un film SF ou de SF ou fantastique, j'ai envie d'y croire. Par contre, je suis hyper cartésien. Bah tu vois, moi si t'arrives pas à me prouver par A plus B, je vais avoir le doute quoi. Mais par contre, j'ai vraiment envie d'y croire. Et ça me fait chier parce qu'en plus c'est un secteur qui est très particulier parce que jamais on pourra te prouver quoi que ce soit, tu vois. Ouais, c'est assez difficile, sauf avec des avancées scientifiques extraordinaires. Ouais, voilà. Mais on sera sûrement plus là, on vit pas assez longtemps pour ça, ouais. Et du coup, qu'est-ce que t'écoutes comme musique toi par exemple? Alors, je te dirais que c'est très très varié. Si ma femme était en train d'écouter, elle te dirait c'est une vaste blague. Elle te dirait que je tourne entre George Harrison, Eminem et Bob Dylan. Ouais. Mais bon, après c'est quand même plus ou moins exact. Je m'intéresse à toute la musique actuelle, mais globalement, ouais, j'écoute pas mal de hip-hop, beaucoup de rock aussi. Ouais. Et j'adore le rock psyché. J'aime beaucoup la période, si tu veux, dans le rock and roll entre les années 60 et la fin des années 70, avant qu'on aille sur du punk ou des choses comme ça. Ouais. Les Beatles, si tu veux, par exemple, pour moi, ça reste un groupe emblématique. Mais t'as Neil Young, t'as énormément de gens, si tu veux, de cette époque-là, du Flower Power qui m'influence beaucoup. Et à côté de ça, dans le rap, ben, c'est toute la grosse machine poussée par Dr. Dre dans les années 90. Beaucoup Eminem qui m'ont beaucoup influencé. Et je pense que c'est pareil, c'est cette période quand tu as entre 15 ans et 20 ans qui te forge et c'est les expériences que tu t'en fais. Et donc, du coup, t'écoutes encore tes sons de tes 16 ans, quoi, 16-17 ans, quoi. Et j'écoute beaucoup de nouveaux sons et je suis souvent déçu. Et j'écoute beaucoup de sons de mes 16-17 ans parce que dès que je les écoute souvent en travaillant, j'ai l'impression de revenir à une époque qui révolue. Ouais. Voilà. Là, je te pose une question qui est pour moi une évidence, mais est-ce que la musique a un impact sur ton travail? Ouais, à tel point que des fois je suis incapable d'en écouter. C'est quand je suis dans des phases créatives profondes, Ouais. je suis incapable d'écouter de la musique. Je me mets un sèche-cheveux que j'allume.
ça me permet de me mettre dans un état de concentration profonde. Sans déconner. Si, je pense même que ça a un Tu nom. mets un sèche-cheveux? Ouais, T'as eu le sèche-cheveux? Ouais, depuis que je suis gamin. Les gens n'en parlent pas, c'est un peu honteux, mais il y a toute une espèce de communauté de gens qui allument un sèche-cheveux pour travailler. Les sèche-cheveutistes. Les sèche-cheveutistes. Je connaissais même un tatoueur qui se reconnaîtrait s'il entendait ça, mais il y a toute une communauté de gens qui écoutent le sèche-cheveux pour se calmer. Et quand je dois vraiment me concentrer, ah, je connaissais pas du tout ce truc-là, quoi. le sèche-cheveux, ouais, c'est un truc de dingue. Il paraît que c'est parce que c'est un bruit blanc, comme l'aspirateur. Putain, c'est oufissime, attends. Ouais. Alors là, et là, si tu allumes un sèche-cheveux, ça va me faire le. Ah, alors, non, ça va me mettre dans le même état que certains Jamaïcains quand ils se mettent 3 énormes tarmoules. Ouais. Ouais, c'est un espèce d'état de bien-être profond qui libère la créativité. Pourtant, on parle d'un sèche-cheveux. À tel point que je peux te dire qu'un Babyliss 2500 watts est plus agréable que si on va sur une autre marque. Ouais. Attends, encore, on a commencé cette interview. Ouais. Je n'aurais jamais pensé qu'on serait allé là-dessus, quoi. Bah ouais. Et quels seraient, toi, tes projets, du coup, artistiquement, vers quoi t'aimerais aller Est-ce que t'aimerais, par exemple, changer déjà de médium, faire autre chose ou Je fais déjà, tu vois, de la gravure un peu, à mon niveau à moi, avec beaucoup d'humilité, parce que c'est quelque chose de très complexe, avec énormément de façons de pratiquer. Donc je fais ma gravure, mes eaux fortes. Ouais. Je fais de la sculpture, je fais des murs, du muralisme, des grandes peintures et des toiles, à l'huile, à l'acrylique, à la spray. Donc j'ai déjà pas mal de médiums. Non, je pense que les 2 trucs que j'aimerais vraiment faire, et ensuite c'est faire quelque chose d'un peu monumental, c'est-à-dire que la différence qu'il y a entre une peinture que je vais faire sur toile et un grand mur, comme les commandes que j'ai faites avec le musée Ingres et la ville de Montauban l'année dernière et ce que je vais faire là pour le 3e mur, ouais. Des gros murs comme ça, la différence avec une toile, j'aimerais vivre la même chose entre une sculpture que je fais qui va faire 70 cm de haut et une sculpture monumentale entre guillemets ouais. qui fera 3 mètres de haut si tu veux. Ouais. Mais ça c'est quelque chose que j'aimerais faire, des grosses sculptures si tu veux. Mais là il faut soit avoir des commandes publiques, soit être avec un mécénat privé. Si tu veux, ça engage des frais qui sont très importants et c'est quelque chose que je fais pas, mais je sais que Et le problème c'est que si t'en fais pas, on risque pas de t'en commander au final. C'est ça, donc il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est le système d'appel à projet de subvention ouais. Qui te donne la possibilité de... Comme le crowdfunding et tout ça ou Ouais, c'est ça, c'est soit des villes, soit des musées qui veulent travailler avec des artistes contemporains et qui vont leur demander de répondre à une commande, des fois sur des choses qu'on n'aura pas fait, et qui vont engager des fonds pour ça. Donc toi, ça te permet de te rémunérer, ça te paye tout le matos et t'apprends quelque chose. Et c'est quoi du coup ton meilleur souvenir actuel de ta carrière pro, quoi? Tu sais, quand je suis parti aux États-Unis en 2012 ouais. à San Francisco pour exposer, j'avais été invité par des amis qui sont photographes, qui vivent là-bas, qui sont artistes. Ouais. Et c'est d'avoir porté un peu toute la peur que j'avais, me prendre le billet d'avion, me barrer en avion, aller chez eux, démarcher des galeries, trouver des galeries validées, faire une expo pour l'année prochaine, accepter de parler anglais et me remettre en question sur ça, et me dire tu vas peut-être te casser la gueule profondément. Donc c'est toute cette démarche où tu te déplaces géographiquement, tu te remets en question sur une autre langue, tu portes un peu tout ton courage face à des gens des fois que tu idolâtres. Ouais. Et ça a été une grosse expérience parce que c'était une période pas facile de ma vie. Donc ça restera une claque que j'aurais prise et ça m'aura permis de rencontrer des gens qui sont des amis encore à l'heure actuelle et okay. alors que je suis très loin d'eux physiquement. Alors du coup, bon, je t'avais posé la question sur le meilleur moment, le meilleur souvenir. Alors du coup, ça serait quoi ton pire souvenir? Vraiment là où tu t'es dit peut-être, je sais pas, j'arrête la peinture ou vraiment c'est de la merde, je sais pas, tu vois, un truc où vraiment tu t'es senti mal à l'aise, quoi. Ah, mon pire souvenir, ça a été la sensation d'échec dans la transmission de valeurs que j'ai voulu avoir avec une personne à qui j'ai appris l'art et les techniques artistiques. Ok. Tu vois, c'était plus dans cette notion d'éthique et de valeur qu'on peut avoir dans le fait de considérer l'art comme un artisanat et un travail. Et l'impression que j'ai eue que je m'étais gaufré. Ouais. Que j'avais pas réussi à faire passer le message et que peut-être le côté affectif
que tu as dans la transmission avait complètement faussé la donne. Ouais, Voilà. ça, c'est un truc qui te reste, pas qui reste, mais c'est Ça reste pour toi un échec. parce que c'est loin, mais je me dis que j'ai peut-être mal géré mon affaire, j'ai pas su me préserver, quoi, tu vois. Ouais. Voilà. Et ça, c'est vrai que quand tu vieillis, souvent tu as tendance à faire un peu le point sur les choses et te dire que tu devrais des fois plus te préserver pour mieux bosser. Et des fois, tu n'y arrives pas, quoi. Ouais. Moi, c'est pareil, hein, tu sais, dans mon activité pro, du coup, on est Ouais, j'imagine on que est tu es amené quelques-uns à... et ouais, j'ai été amené à former des gens, à en recruter. Bon, il y en a que j'ai plus ou moins formé, tu vois, mais c'est pareil, il y a des moments où tu sais, tu te le prends en pleine gueule, quoi. Mais bon. Bon, après, heureusement que le travail s'arrête pas à ça, parce qu'autrement. Non. Mais c'est vrai que les relations humaines, des fois, elles sont pas évidentes, quoi. Bon, bah écoute, je nettoie ça. Mais là, on est pas mal, hein. Ouais, c'est cool. Donc voilà, du coup, ce que ça donne. Alors, vous pouvez voir, en même temps, on en profite. Il y a 2 pièces ici. Donc, du coup, de Laposta, Julien Laposta et Jeb, c'est ça? Ouais, c'est ça, Et c'est exactement. 2 tatoueurs de Toulouse. Chez Bouzy Deluxe, Julien Laposta, actuellement, ça défonce ce qu'il fait. Et Jeb, il est où? Il bosse chez lui, lui. Ouais, il bosse chez lui et sur Toulouse aussi. Et vous pouvez le contacter, c'est vraiment un super type. Ouais, il fait vraiment des super trucs. Ouais. Et voilà, du coup, la pipe. Voilà, très graphique. Avec les petites flammes à la japonaise traditionnelle. Ça fait plaisir. Voilà ce que ça donne. Bon alors du coup, qu'est-ce que tu as pensé de ce format? Ah ben j'ai trouvé ça super intéressant. Ouais. Et c'est vrai que ça te permet à la fois de parler du tatouage, de ce que t'aimes, ce qui t'influence. Et la relation avec le tatoueur, c'est hyper important aussi. Ouais. Donc j'ai trouvé ça vraiment cool. L'idée, elle est bonne. C'est un peu l'idée, parce que je trouvais que souvent les gens, quand ils viennent se faire tatouer, on a une vraie tranche de vie. Parce que les gens, ils te font confiance. Et c'est ça que je trouve intéressant. Donc du coup, même là, tu vois, d'avoir des gens, des personnalités un peu connues comme toi, c'est intéressant de voir, tu vois, d'avoir un autre axe plutôt que de la question un peu bête et méchante, mais juste une discussion, quoi. Ouais, tout à fait. Entre 2 personnes qui aiment les mêmes choses, ou bien qui sont en tout cas attirées par des choses en commun. Ouais. Bon, ça t'a plu alors? Ah ouais, vraiment. Et t'es content de tes tatouages? Je suis super content. Ouais, franchement. C'est super. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère vous revoir pour du coup un prochain format dans ce type-là. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour les notifications. Puis je vous dis à la prochaine. Allez, bon tatou. Salut.